France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Arthur Rimbaud, La beauté du diable. Tout avait bien commencé pourtant. Septembre 1871, Arthur Rimbaud, 17 ans, vient de fuguer de chez sa mère à Charleville et débarque à Paris. « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend », lui avait écrit Paul Verlaine, le poète, ébloui par les vers que le jeune homme lui avait envoyés. Mais Verlaine ne peut imaginer le choc, le cataclysme que Rimbaud va provoquer dans sa vie et plus généralement dans la littérature. Dès son arrivée à Paris, le jeune génie fascine ses aînés. Adorateur, dit-il, de la liberté libre, il veut se faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Mais la fascination tourne vite à l'hostilité. Car l'effrayant poète, comme on l'appelle, multiplie les provocations. Il insulte, ment, vole et très vite bouleverse la vie rangée de Verlaine, homme marié et père de famille. Débute une folle et violente aventure, amoureuse et poétique, qui au mépris des conventions entraînera les deux hommes dans un voyage sans limite, tel un bateau ivre, jusqu'à un célèbre coup de revolver. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Henri Sépi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature française du 19e siècle, spécialiste de poésie moderne à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Arthur Rimbaud est un véritable mythe aujourd'hui, et depuis un certain temps même, considéré parfois comme le poète des poètes. Pourquoi est-il considéré comme l'inventeur même de la poésie moderne ? Il est indiscutablement l'inventeur de la poésie moderne, du moins un des inventeurs, mais sans doute le premier parmi ceux-là, de ceux qui ont contribué, si vous voulez, par des choix, des intuitions, des ruptures, à bouleverser le système poétique, c'est-à-dire en vérité une forme d'institution de la poésie qui s'était un tout petit peu figée autour des années 70, c'est-à-dire très précisément au moment où il entre sur la scène poétique, dans le bruit et la fureur, tel que vous l'avez rappelé il y a peu. Donc oui, il est l'inventeur. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et l'histoire de la poésie telle qu'elle va se dérouler après lui démontre à chaque étape qu'il est bien le pionnier, qu'il est bien l'instigateur d'une nouvelle destinée de la poésie moderne. Pouvez-vous nous rappeler quelle a été la vie de Rimbaud avant cette arrivée donc extraordinaire à 17 ans à Paris en 1871 ? Alors voilà, c'est par là sans doute que nous pourrons rejoindre le mythe. D'abord, c'est un très bon élève, très bon élève de collège. Né à Charleville en 1854. C'est cela, voilà. Donc il fait ses classes comme il se doit, il est excellent, il recueille toutes sortes de prix, de compositions latines. Enfin bref, il brille naturellement, précocement dans l'art des vers en latin, ce qui n'est pas une mince affaire, mais à l'époque, évidemment, c'est par là qu'on entre en poésie. Et très vite, il écrit des premiers vers, quelques poèmes, qu'il montre d'ailleurs à un jeune professeur qui vient d'arriver à Charleville en 1870, Georges Isambard, qui nous vient de la région de Douai, de la ville de Douai. Et Rimbaud a confiance en cet homme, et cet homme a foi en Rimbaud. Et donc, ils échangent. Isambard est quand même plus âgé, c'est son professeur, il le conseille, etc. Donc, il y a une sorte de mise en place très, très immédiate, en somme, une sorte de cristallisation immédiate de la poésie. Il est donc ce jeune homme qui écrit. Et sa famille, alors d'où il vient, il a un père absent. Il a un père absent, mais une mère présente. Et une mère très présente, c'est ça. Un père donc militaire, si vous voulez, donc forcément conduit à s'absenter, et une mère peut-être exagérément présente, la Mother, n'est-ce pas, celle qui exerce une autorité de tous les instants. La bouche d'ombre, oui, on l'appelle aussi. Absolument, celle qu'on voit apparaître ici et là dans ses poèmes, et notamment dans les poètes de 7 ans, n'est-ce pas. Donc,
oui, il y a cette figure maternelle qui, je crois, est capitale. Hein. Elle est, fondamentale et fondatrice, dans le sens où je pense, c'est une hypothèse qui court ici et là dans la littérature de spécialistes, mais c'est une hypothèse intéressante, je pense que c'est par elle et pour elle que d'une certaine manière, il écrit la poésie qu'il écrit, c'est-à-dire une poésie à la fois respectueuse d'une certaine tradition jusqu'à un certain point, le point de rupture que nous évoquions tout à l'heure, et une poésie qui, en même temps, cherche par tous les moyens à organiser, à fomenter la subversion, c'est-à-dire en vérité une forme de désordre à la fois formel, moral et religieux. Merci Henri Seppi. On part maintenant, si vous voulez bien, en 1871 à Paris, au Café du Gaz, rue de Rivoli, où il va retrouver Paul Verlaine. Arthur Rimbaud, La beauté du diable, un texte de Marc Elfer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Christophe Fauquet. Paris m'ennuie. Quelle chierie! Cette ville est le rendez-vous des abrutissements, la capitale de toutes les vanités. Et les amis de Verlaine m'horripilent avec leur pédanterie et leur suffisance. J'espérais autre chose. Ils vont bientôt voir ce qu'est un vrai poète. Je vais m'encrapuler le plus possible, rester libre, tout souiller, tout détruire. Il faut en finir avec les vieilles idoles. Je dois changer la poésie, changer la vie, écrire des vers nouveaux. Paul, lui, est un voleur de feu. Il est comme moi. Il travaille à se rendre voyant. Mais comment a-t-il pu épouser cette cruche de Mathilde? Je le trouble, c'est une évidence. Il a l'air envoûté et me dévore tout le temps des yeux. Je lui ai dit que j'étais une petite crasse, ça ne me dérange pas. Et sous la table, quand ma main caresse sa cuisse, il se laisse faire. Paris, 30 septembre 1871. Cheveux châtain clair, yeux bleus, Arthur Rimbaud, un grand adolescent au visage enfantin, déjeune dans le Café du Gaz, rue de Rivoli, un lieu fréquenté par les gens de lettres. Le poète Paul Verlaine est assis à côté de lui. Ce jeune garçon de Charleville, âgé de presque 17 ans, lui a envoyé 2 lettres il y a quelques semaines. Arthur, qui veut vivre de sa plume, rêve de conquérir la capitale et de révolutionner la poésie. Impressionné par la beauté et l'originalité de ses poèmes, Verlaine l'a invité à venir chez lui. Âgé de 27 ans, l'auteur des poèmes saturniens et des fêtes galantes habite rue Nicolet, sur la butte Montmartre, chez les parents de sa femme, Mathilde Mottet. Mathilde est enceinte et doit bientôt accoucher. Paul, qui soutenait activement les fédérés pendant la Commune, a perdu son emploi à l'Hôtel de Ville de Paris. Depuis l'arrivée d'Arthur, les 2 hommes passent toute leur journée ensemble et s'affichent partout en ville. Ils sont devenus inséparables. Alors, Arthur, tes impressions du Louvre? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde bave d'admiration pour ces débris. J'ai envie de pisser sur toutes ces vieilles croûtes. Tu ne respectes rien. Les communards ont mis le feu au Palais Royal et aux Tuileries. Ils auraient dû aussi brûler Notre-Dame et le Louvre. On aurait été débarrassé une fois pour toutes de ces horreurs. Attention, hein, les murs ont des oreilles. Ah tiens, Charles, viens ici. Oh, Paul! Arthur, je te présente Charles Cros, très bon poète et inventeur génial. Un inventeur. Vous inventez quoi? J'ai inventé un procédé de photographie en couleur et actuellement je fabrique des pierres précieuses. Paul m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a raconté que ta mère est veuve et très pieuse. Oui. Elle dit souvent que ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont ni cœur ni âme. Et qu'on peut les envoyer paître avec les vaches et les cochons. Une vraie chrétienne. Absolument. J'ai lu tes poèmes. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Ton cœur volé est magnifique. Étiphalique et Puplesque, leurs insultes l'ont dépravé. À la Véprée, ils font des fresques étiphaliques et Puplesques. Ô flot abracadabrantesque, prenez mon cœur qu'il soit sauvé, étiphalique et Puplesque, leurs insultes l'ont dépravé. Tu as un vocabulaire stupéfiant. Où as-tu trouvé tous ces mots? Il n'est pas très causant, hein? Je ne parle pas quand je fume ma pipe. Il est très timide. Tu sais, il a déjà établi sa propre méthode de création poétique, le dérèglement de tous les sens.
C'est quoi au juste? Notre jeune ami veut goûter à tous les poisons et tous les vices. Il veut se vautrer dans la boue, tâter la torture, la folie, aller au-delà de lui-même afin de réinventer un nouvel art poétique. Tout un programme, ça promet. On va commencer par réinventer la soif. Garçon, 3 absinthes. Ah, voilà. Viens ce soir au dîner des vilains bonshommes. Arthur présentera un poème d'une beauté effrayante, Le bateau ivre. Il n'y aura pas que le bateau qui sera ivre ce soir. Quelques heures plus tard, Rimbaud assiste au dîner des vilains bonshommes dans un restaurant proche de la place Saint-Sulpice. Depuis plusieurs années, ce dîner mensuel réunit les poètes de la capitale dans des lectures animées et très arrosées. Ce soir, le dîner est présidé par le célèbre poète Théodore de Banville, un grand ami de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier. Plus de 30 convives sont venus écouter le jeune protégé de Paul Verlaine. Après le dessert, Arthur, débraillé et le regard embué d'alcool, récite Le bateau ivre. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle, comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos longueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. J'étais mauvais. Je ne sais pas parler en public. Tu étais merveilleux. Regarde-les, ils sont tous médusés. Ces pantins ont plutôt l'air pétrifiés d'horreur. Tu viens d'enterrer leur vers périmé. Tu sais ce qu'a dit Ernest d'Hervilly? C'est Jésus au milieu des docteurs. Attention, Banville approche. Maître, comment m'avez-vous trouvé? Remarquable. Vous êtes promis à un grand avenir. Mais si je puis me permettre, mon garçon, vous ne brillez pas par votre élégance. Je croyais qu'il n'y avait pas besoin d'habits, que seule comptait la poésie. Votre bateau ivre me rappelle les vers de Léon Dierks. Je suis tel qu'un ponton, sans vergues et sans mât, aventureux débris des trombes tropicales, et qui flotte, roulant des lingots dans ses cales, sur une mer sans bornes, et sous de froids climats. Vaisseau désemparé qui ne gouverne plus, il roule, 20 jouets, du flux et du reflux. Vous êtes-vous inspiré de ce poème, Le vieux solitaire? Non, je ne le connais pas, non. Quels sont vos projets? Je veux démolir l'Alexandrin et libérer les vers de leurs rimes. Vos vêtements sont sales et tout fripés. Quelle imagination dans la tête d'un enfant. Il eût été préférable de commencer votre poème par « Je suis un bateau qui... » Mais quel vieux connard ce Banville. Je l'emmerde. C'est clair, pour lui je suis un paysan, un bouseux des Ardennes. J'aurais dû lui foutre ma grosse main de pecno sur la gueule. Vendredi 13 octobre 1871. Rimbaud et Verlaine se rendent rue Notre-Dame de Lorette à l'atelier d'Étienne Carjat, l'un des grands portraitistes du milieu artistique parisien. Vêtu d'un veston ouvert, d'un gilet à boutons ronds et d'une cravate courte, Rimbaud pose, les cheveux ébouriffés, devant le photographe. De retour chez lui, tard dans la soirée, Paul montre fièrement le portrait d'Arthur à sa femme. Quel enfant sublime. Tu ne trouves pas qu'il a un regard d'ange? Un ange. Tu plaisantes, c'est un démon. Je ne supporte plus les vitupérations de ce gamin sournois. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'aime pas ses manières. Il est mal poli et vicieux. Tu sais que ton Arthur a cassé toute la porcelaine dans sa chambre. Il a même volé mon Christ en ivoire. Et maintenant c'est un voleur? Maman l'a vu dans la rue. Il tenait mon crucifix dans ses mains et il hurlait aux passants « Merde à Dieu, mort à Dieu !» N'importe quoi. Je ne veux plus de lui à la maison. On ne t'en fait pas, il part dimanche.
qu'est-ce que tu fais de tes journées? On ne te voit plus, tu viens même plus dîner. Tu as la cervelle trop étroite pour comprendre. Comprendre quoi? Arthur est le plus grand poète au monde. C'est un génie. Un génie du mal, oui. Tais-toi, pauvre sotte. En tout cas, ton petit génie pue. Il est horriblement sale. Mais tu vas la fermer? Et ses vêtements sont couverts de poux. Ferme-la, imbécile. Tu es encore trop bu, t'as le regard mauvais. Tu vas finir par te taire, hein? Tais-toi! Arrête-moi, Tais-toi! mal, tu m'étrangles. Arrête, le bébé. Arthur, tu dormiras là sur ce lit. La rue Séguier est calme, tu seras bien ici pour écrire. Merci de m'héberger, Charles. Tu n'as pas de bagage? Non, juste ce petit ballot. La pièce en face, c'est l'atelier de Michel, un ami peintre. Viens, je te montre mon laboratoire. C'est quoi toutes ces fioles? Non, touche pas à ça, c'est de l'acide sulfurique. Et ça, c'est quoi? Du hashish. Tu en as déjà pris? Non. Tu devrais. Ça t'ouvrira de nouveaux horizons. J'ai un projet de cercle littéraire qui va peut-être t'intéresser. Quel genre de cercle? Ça consiste en un seul mot. Zut. Zut. Mais c'est passionnant. Et que font les zutistes? Ils se fichent de tout, et de tout le monde. Et spécialement des parnassiens, qui se sont embourgeoisés. Je ne supporte plus le moralisme de François Copé. Ça te dirait de parodier ces vers fadas? Mais bien sûr. Ah merde, j'en suis. Vive le zutisme. Présidé par Charles Cros, le cercle zutique compte une vingtaine de membres. Parmi eux, Léon Valade, Camille Pelletan, André Gilles, des amis de Paul Verlaine. Ils se retrouvent régulièrement dans une grande chambre de l'Hôtel des Étrangers, près du boulevard Saint-Michel, dans le quartier latin. Les zutistes n'épargnent personne. Ils se moquent de Copé, Musset, Hugo, Baudelaire et le comte de Lille. Arthur et Paul viennent de pasticher ensemble un sonnet tiré de l'Idole, un recueil d'un autre zutiste, le poète Albert Merat. Qu'est-ce que tu as à rire comme ça, Paul? Fais voir. À tuer son beau-père, il faut qu'on se décide. C'est s'immortaliser par un beau parricide. Et mon beau-père m'exaspère. Ce vieux pou monte Mathilde contre moi. Je vois que l'ambiance est au beau fixe chez les motés de Fleurville. Charles, viens plutôt lire ce sonnet. Dis-moi ce que t'en penses. L'Idole, sonnet du trou du cul. L'Idole, c'est un pastiche de Merat? Oui. Voilà un titre qui risque fort de fâcher Albert. C'est lui le trou du cul. Trou du cul rime bien avec père de la vertu. Obscur et froncé comme un œillet violet, il respire, humblement tapi parmi la mousse humide encore d'amour qui suit la fuite douce des fesses blanches jusqu'au cœur de son ourlet. Des filaments? Des filaments, pareils à des larmes de lait, ont pleuré sous le vent cruel qui les repousse. Tu as écrit ça? Non, les quatrains sont de Paul. Moi, j'ai écrit les tercets. Votre sonnet n'est pas vraiment dans le style de Merat. Je n'ai pas assez de talent pour écrire des vers aussi plats. Oh. Mais t'as l'air gêné, tu n'aimes pas? Les effets stylistiques et le rythme me rappellent un peu le bateau ivre. C'est l'olive pâmée et la flûte câline. C'est le tube où descend la céleste praline. Oui, les vers sont magnifiques, hein, mais... Mais quoi? Votre ode à la sodomie me choque un peu. Ce n'est pas de très bon goût. Et je ne trouve pas ça drôle. Je crois, hélas, que Merat ne vous pardonnera jamais cet affront. Je suis prié de trouver un autre logement. Charles n'a pas apprécié que je me torche les fesses avec ses poèmes. Je t'ai logé, nourri à mes frais, versé une rente, et c'est comme ça que tu me remercies? Ah, cet imbécile me fait trop rire. Je lui ai chipé une fiole de vitriol, je n'en ai pas encore fini avec lui. Plus un rond en poche. Je crève de faim. Rimbe est devenu un clochard, un vrai cochon. Heureusement, Paul est très généreux.
Il parle de me louer une chambre. Il me conseille de chercher du travail. Travailler, moi? Je rêve d'ailleurs. De contrées lointaines, de soleil brûlant et de la mer. Je voudrais planter ma plume dans les étoiles, écrire mes vers sur le sable chaud, partir. Partir loin de Paris, j'étouffe ici. Paul ne veut rien entendre. Il ne veut pas quitter Mathilde, il préfère moisir dans sa prison dorée. 30 octobre 1871. Mathilde donne naissance à un garçon, Georges Auguste. Verlaine, lui, continue de s'absenter tous les jours. La conduite du poète et son intimité avec Rimbaud commencent à faire jaser. Le 16 novembre, le journal Le Peuple Souverain décrit Paul Verlaine donnant le bras à une charmante personne, Mademoiselle Rimbaud. Le lendemain, la rubrique des faits divers du journal 19e siècle évoque une scène de ménage chez un poète parnassien. Celui-ci aurait tenté de tuer sa jeune femme et son nouveau-né. Tu as vu les journaux? C'est de la calomnie. Des ragots de très mauvais goût. Je crois que Mera est derrière tout ça. Mera? Non. Je crois plutôt que ces rumeurs viennent de mon beau-père, il me déteste. Non. Mera raconte à tout le monde que tu as des rapports contre nature avec Rimbaud. Un scélérat. Charles, je t'assure que ma relation avec Arthur est purement intellectuelle. Nous avons seulement des affinités poétiques. Je vais être franc avec toi, Paul. Je ne comprends plus trop ce que tu fais avec lui. Il commence à avoir une mauvaise réputation. Comment ça? Tu ne vois pas que c'est un voyou, une petite frappe? Mais non. Il pose. C'est un provocateur. Il aime choquer les bourgeois. La semaine dernière, j'ai pris un pot avec lui. Quand j'avais le dos tourné, il a versé du vitriol dans ma bière. Mon boc bouillonnait furieusement, Arthur était tordu de rire. C'est un fou dangereux. C'était une mauvaise farce. Une mauvaise farce. Et les coups de canif qu'il t'a donnés sur la main et sur la cuisse, c'est aussi une farce? Non. La perversité est dans sa nature. Paul me cache à Montparnasse. Cette chambre sordide sous les toits qu'elle taudit. Je la partage avec les cafards et les souris. Tout le quartier pue le crottin et l'urine de cheval. Au bout de la rue, c'est le boulevard d'Enfer. Il porte bien son nom, celui-là. Je suis devenu indésirable chez les utistes. Je n'aurais pas dû me vanter d'avoir souillé de ma semence la tasse de lait de leur ami Cabanère. Verlaine, lui, m'aime toujours. Il m'admire plus que jamais. La nuit, quand Paul rentre chez lui, je noircis le papier. Je donne des couleurs à mes voyelles. J'écoute le silence et contemple ma solitude vertigineuse. Tu rentres bien tard. Ne me dis pas que Fantin Latour te fait poser dans son atelier jusqu'à minuit. Si. Et il m'épuise. Il n'arrête pas de chercher des effets nouveaux pour son tableau. Quel hypocrite. Charles m'a dit que Rimbaud pose aussi avec toi. Ce gredin va encore rester longtemps à Paris. Non, ne commence pas. Charles raconte que tous tes amis t'abandonnent. Il dit que Mera a refusé de figurer sur le même tableau avec Arthur. Mera, je l'emmerde. Mais tu vois pas? Ce petit vaurien te mène par le bout du nez. Tu devrais faire attention, il va te ruiner. Depuis son arrivée, tu as dépensé près de 2000 francs. Et alors? Je fais ce que je veux de mon argent. Dois-je te rappeler que tu es sans emploi? Je viens de toucher un héritage de 6600 francs. Il sera bientôt englouti dans tous les cafés de la ville. Je ne peux quand même pas le forcer à quitter Paris. Ton ami vit entièrement à tes crochets. Cesse de l'entretenir, il rentrera très rapidement chez sa mère. Tu es répugnante. 15 janvier 1872. Après une scène de ménage violente, Mathilde quitte Paris avec son fils. Elle pose un ultimatum à son mari. La seule condition de son retour sera le renvoi définitif de Rimbaud à Charleville. Le père de Mathilde a contacté un avoué. Une demande de séparation de corps et de biens pour graves sévices corporels et injures a été déposée. Le 10 février, Verlaine reçoit une assignation à comparaître au palais de justice. La situation dégénère le 2 mars, quand Rimbaud provoque un esclandre au cours d'un dîner des vilains bonshommes. Il a attaqué et blessé légèrement Étienne Carjat avec une canne épée. Je ne veux plus voir Rimbaud à nos dîners, c'est compris, Verlaine? C'est un peu excessif, Banville. Il a du talent, j'en conviens. Mais il ne peut pas tout se permettre. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Cressel? Un homme qui fait de pareils vers, on devrait l'étriper. Et il a failli tuer Carjat.
Votre ami est une bête sauvage. Il avait trop bu, il va s'excuser. Rien ne peut justifier sa violence. C'est un débauché qui ne tient que des propos inconvenants. Je ne le crois pas méchant. Je ne veux plus jamais entendre parler de ce misérable. Vous ne pouvez pas le rejeter comme ça et ignorer son génie. Paul, comment pouvez-vous fréquenter un tel dépravé? Tu ne peux pas rester à Paris. Tu dois rentrer à Charleville. C'est hors de question. Mais tu t'es fait trop d'ennemis. Tu dois te faire oublier. Mais je me fous des autres. Je veux vivre avec toi. Je suis désolé. Mais je dois sauver mon mariage. J'aime toujours Mathilde. Et moi? Toi aussi je t'aime. Mais t'es immonde. Quoi? Tu peux pas nous avoir tous les deux, tu dois choisir. Elle me menace d'un procès. Tu reviendras quand Mathilde se sera calmée. Tu peux pas me faire ça. Je veux pas retourner chez ma mère, jamais. Jamais, tu comprends? C'est provisoire. Juste pour quelques mois, je te le promets. Charleville. 19 mars 1872. Paul. Je suis comme un fauve en cage. La bouche d'ombre me fait vivre un martyr. Des profondis dominés. Je t'en supplie, ne m'oublie pas. Quand me sortiras-tu de ce trou? 25 mars 1872. Rimbes. Mathilde revenue. Demande de séparation oubliée. Attendre un peu. Beaucoup à me faire pardonner. Ici, tout le monde t'en veut encore. Ne te crois pas abandonné. Sois patient. 30 mars 1872. Je suis désabusé et je m'emmerde. Penser à toi avec Mathilde me rend foudrage. Tu mérites d'être châtié sur le champ. Je veux fesser ton petit cul et te voir grimacer de douleur. Libère-moi vite de mon enfer. 6 avril 1872. Mon grand péché radieux. Quand je rêve de toi, j'ai la flûte qui se lève digne au vent. Ta bouche rouge me manque tellement. Je trompe ma femme de bien jolie façon. Oui, le petit garçon accepte la juste fessée qu'il mérite. Nous nous reverrons bientôt. Je m'occupe de tout. 20 avril 1872. Quand diable me diras-tu de revenir? Je n'en peux plus d'attendre, je veux partir. Je veux t'entraîner vers des visions nouvelles, vivre un rêve sans réveil. N'as-tu pas envie de vivre dans l'extase absolue avec moi? Début mai 1872, Rimbaud est de retour à Paris. Verlaine lui a loué une mansarde rue Monsieur-le-Prince. Arthur vit reclus et évite de rencontrer ses anciennes connaissances du cercle zutique. 2 mois passent. Arthur commence à broyer du noir. Le 7 juillet, lassé, à bout de patience, le jeune poète remet une lettre d'adieu à Paul. Mais qu'est-ce que tu fous devant chez moi? T'es fou? Mathilde risque de te voir. Je suis venu te donner cette lettre. Je m'en vais. Comment ça, tu t'en vas? J'en peux plus. J'étouffe dans cette ville de merde. Je gâche ma jeunesse à t'attendre. Qu'as-tu fait de ta promesse? Notre chemin de croix ensemble, hein? Je veux vivre maintenant. Viens avec moi. Mais je ne peux pas partir. Mathilde est malade, je dois chercher un médecin. Ta femme. Toujours ta femme. Tu m'emmerdes avec cet imbécile. Tu m'avais dit la semaine dernière que tu voulais partir. Que la police arrêtait tous les anciens communards, que tu avais peur d'être dénoncé. Mais je ne peux pas... Partons ensemble. Nous allons vivre une grande aventure. Ta femme t'abrutit. Tu n'as rien publié depuis ton mariage. D'accord, attends-moi. Je vais chercher quelques affaires. Non. On part tout de suite. Nous voyagerons. Nous chasserons dans les déserts. Nous dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soin, sans peine. La fuite est verdâtre et rose. Des collines et des rampes. Dans un demi-jour de lampe qui vient brouiller toute chose. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Quelle dur ainsi me bourre entre les épaules, tandis que je m'envole au paradis. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature. Heureux comme avec une femme. Toi, le jaloux qui m'avait si. Ouais. Voici tout. Vers toi, je romps encore intimement. Monte sur mes reins et trépigne. Bruxelles, Valcourt, Charleroi, Malines, Ostende, 2 mois de bonheur. Nous voyageons vertigineusement comme des juifs errants. Que ces villes sont splendides. Tout est beau, trop beau. Paul semble apaisé. Moi, je rêve éveillé, ma plume enfiévrée et pleine d'hallucinations. Je vois le bleu du Sahara, le feu étincelant de l'abîme, l'éclat de lumières inouïes. J'invente de nouvelles fleurs, de nouveaux astres. Mathilde a tenté de récupérer son mari. Cette conne ne se doutait de rien. Je lui ai dit que Paul ne lui appartenait plus, que nous avions des amours de tigre. Quelle délectation de voir l'effroi dans son regard. Elle a enfin compris. La Moser, elle, n'a pas lâché prise. Elle a lancé la police à mes trousses. Désolé la daronfe, aucune envie de rentrer à Charleville. Il est temps de prendre la poudre d'escampette. 3 juillet 1873. Cela fait près de 11 mois que Paul et Arthur habitent à Londres. L'exaltation de la fugue est passée. Sans ressources, les 2 hommes subsistent difficilement. On voit régulièrement Paul et Arthur dans les cafés fréquentés par les communards, surveillés de près par la police secrète française. Les 2 amants écrivent beaucoup. Verlaine n'arrive pas à faire publier ses romances sans parole. Rimbaud, lui, a commencé à rédiger son recueil « Une saison en enfer ». Les 2 amants passent leur temps à se disputer, souvent dans un état d'ébriété avancé. Ah, Bobonne est de retour. J'ai faim, t'as acheté quoi au marché? Un maquereau, regarde. Oh, pauvre vieux, est-ce que t'as l'air connard avec ton maquereau? T'as vu comment tu le portes? T'as pensé à acheter mon paquet de tabac? Sale morveux. Tu vas pas te mettre à pleurnicher? Si tu voyais ta mine? J'en ai ma claque de tes sarcasmes. Je ne supporte plus d'être humilié de la sorte. Je rentre à Paris. Je vais convaincre Mathilde de me reprendre. Mais pardon, retrouver ta gourdasse, elle veut plus de toi. J'aurais jamais dû te suivre dans cette folle aventure. Mais qu'est-ce que j'étais stupide. Minable. T'es faible. Tu me dégoûtes avec tes petits yeux bridés, tu ressembles à un mongol, je veux plus te toucher. T'es trop laid. Tiens, regarde. Regarde ce que j'ai écrit sur toi. Je suis esclave de l'époux infernal. Celui qui a perdu les vierges folles. C'est moi l'époux infernal? Et c'est qui la vierge folle? T'aurais préféré la vierge molle? Je vais te saigner, petite salope. Tu crois que tu me fais peur avec ton couteau, vieille truie? Allez, prends une bière, ça t'éclaircira les idées. Trouve-toi une autre poire pour acheter ton tabac. Je rentre à Paris. Qu'est-ce que tu fais avec cette valise? Tu vas pas me laisser seul, j'ai pas un penny. Je n'ai qu'à vendre le reste de mes affaires. Je ne te donnerai plus d'argent. Allez, salut. Paul. Ne me quitte pas, Paul. J'ai été con, je plaisantais. Je te le promets, je serai gentil, Paul. Je t'aime, merde. Enfin des nouvelles de Paul. Ce con est à Bruxelles. Sa lettre me fait bien rire. Si d'ici à 3 jours je ne suis pas avec ma femme, je me brûle la gueule. Ma dernière pensée sera pour toi. Enfin. Veux-tu que je t'embrasse en crevant? S'il croit m'apitoyer. Paul va à coup sûr m'annoncer demain son retour à Londres. Je commence à en avoir assez de cette comédie. Autant en finir une fois pour toutes. 8 juillet 1873. Rimbaud, qui a reçu un télégramme de Paul l'invitant à le rejoindre en Belgique, quitte Londres et arrive à Bruxelles tard dans la soirée. Arthur retrouve Verlaine dans un hôtel situé non loin de la Grand Place. Les amants se querellent pendant 2 jours. Tu ne peux pas faire ça. Si. Je rentre à Paris.
Si tu es à Paris, Mathilde ne voudra jamais de moi. Tu vas faire de ma vie un enfer. Je fais ce que je veux. Allez, oublie Paris, on rentre à Londres. Non, je changerai pas d'avis. Tu le fais exprès. Tu veux vraiment m'empêcher de récupérer Mathilde et mon fils? Mais fous-moi la paix avec ta femme. J'en ai assez de tes histoires. J'ai pas l'intention de rentrer à Londres avec toi, ni de retourner à Charleville. Mais qu'est-ce que tu veux faire à Paris? Tout le monde te déteste là-bas. Je vais terminer mon livre à Paris et je t'emmerde. T'as pas encore compris? Je te quitte, c'est fini. Allez, laisse-moi partir. Prends garde. Ça va mal se terminer. T'es pathétique. Tu vas faire quoi avec ce revolver? C'est pour toi. Pour moi. Paul, tu me fatigues. Range ton revolver, tu es trop pleutre pour l'utiliser. Misérable démon, ton âme est noire. Tu vas expier tous tes péchés. Bon, c'est fini. Laisse-moi passer, t'es pitoyable. T'as fait de ma vie un malheur, salopard. Pourriture. Tu m'ennuies, j'ai un train à prendre. Je pars, point final, c'est compris? Tiens, fumier. Je vais t'apprendre à partir. Mais t'es fou! Un des coups de feu blesse légèrement Rimbaud au poignet gauche. Arrêté et jugé pour tentative de meurtre, Verlaine est condamné à 2 ans de prison. Arthur retrouve sa mère, Vitalie, dans la ferme familiale à Roche, un petit hameau situé à 40 km de Charleville. Cette ferme immense appartient à la famille maternelle, les Cuif, depuis des générations. Âgée de 48 ans, petite femme mince aux cheveux châtains foncés, Vitalie est une paysanne aisée, très pingre, une catholique fervente et intolérante. Arthur la déteste. 2 ans de prison pour t'avoir blessé au poignet? Oui, maman, 2 ans, c'est bien sévère. Pourquoi t'avait-il tiré dessus? Paul était ivre. Je suis persuadé qu'il ne voulait pas me faire de mal. Tu sais que ce pauvre bougre m'avait écrit de Bruxelles. Qu'est-ce que Paul t'a dit? Je savais que votre amitié allait mal se terminer. Dieu n'approuve pas ce genre de commerce. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était malheureux. Il parlait de se suicider. Je lui ai répondu que Dieu ne pourrait jamais lui pardonner un tel crime. Je lui ai conseillé d'être fort et courageux, que seul Dieu console et guérit. Dieu ne l'a pas beaucoup aidé. Toujours aussi insolent. Quand vas-tu arrêter de te moquer de tout? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu peux aller à la basse-cour, donner à manger aux poules et aux lapins. Non, j'ai encore mal au bras gauche. Je ne te demande pas de traire les vaches. Tu trouves toujours de bonnes excuses pour ne rien faire à la ferme. Tes sœurs, elles, m'aident au moins. Bon. Je vais monter au grenier, je dois écrire. Écrire. Encore écrire. Tu ne fais que ça depuis ton retour. Tu as l'air complètement possédé. Regarde dans quelle vie de débauche la poésie t'a conduit. Tu ne veux vraiment pas faire autre chose? Je ne sais faire que ça, maman. Je dois écrire et terminer mon livre. Tu appelles ça un livre? J'en ai lu quelques pages. Je suis une bête, un nègre, mais je ne puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares. C'est quoi tout ce charabia? Je ne comprends rien. Mais pourtant, c'est très clair. Elisa, la mère de Verlaine, m'a donné un peu d'argent pour me remercier de ne pas avoir porté plainte. Mais ce n'est pas suffisant pour payer l'imprimeur. Tu peux m'aider? Tu as besoin de combien? 300 francs. 300 francs? C'est une somme. Non, Arthur. Je ne suis pas généreuse comme les Verlaine. Tu n'as qu'à travailler. Travailler? Oui, ce n'est pas un crime. Tu es intelligent, Arthur. Beaucoup plus intelligent que ton frère. Mais écrire, ça ne te mènera à rien. Arthur termine d'écrire Une saison en enfer pendant l'été 1873 dans la ferme de sa mère. En octobre, le jeune poète fait publier un petit manuscrit de 53 pages à compte d'auteur dans une imprimerie à Bruxelles. Grâce à l'avance qu'il avait versée, Rimbaud récupère fin octobre une vingtaine d'exemplaires sur les 500 commandés. Comme il ne règle pas la facture, le reste du stock finit dans la cave de l'imprimerie. Présent à Paris quelques jours plus tard, le poète distribue les exemplaires de son livre Une saison en enfer à plusieurs amis. Mais Arthur Rimbaud ne connaîtra jamais la gloire de son vivant. Aucune ligne dans la presse. Aucun écho.
Personne ne parle de mon livre. Je me croyais élu. Adieu mes rêves de succès. Je ne suis qu'un raté. Un minable poète maudit comme Verlaine. Tout est de ma faute, j'ai trop fait le con. Pour eux, je resterai toujours un infâme salaud. Je les méprise tous, ces vilains bonshommes. Ils ne veulent pas de moi ni de mon verbe. Tant pis pour eux, je n'ai plus rien à leur dire. On ne m'y reprendra plus. Je tire ma révérence. Je vais m'évader loin d'ici et oublier toutes mes ambitions ridicules. Réenchanter la vie. Changer le monde. Mais quelle couillonnade. Je vais partir. Mettre les voiles, la grande route m'attend. Allez, aucun regret. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Rimbaud, La beauté du diable de Marc Elfer, avec Arthur Rimbaud, Samuel Charles, Paul Verlaine, Léo Antonin Lutinier, Charles Cros, Grégoire Tachnakian, Théodore de Banville, Charles Morillon, Mathilde Mottet, Anne-Gaëlle Jourdain, Vitaly Rimbaud, Christine Pignet. Prise de son, montage et mixage, Étienne Collin et Julien Douminc. Bruiteuse, Sophie Bissans. Assistante à la réalisation, Anissa Zidna. Réalisation, Christophe Oquet. Vous êtes bien sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Arthur Rimbaud avec mon invité Henri Sépi, juste après Françoise Breut, Cavales animales. Ils sont entrés dans la ville, déserte cette nuit-là, le bruit de leurs sabots sur les pavés résonnait. On aurait dit qu'au ralenti, ils se déplaçaient. Que voulaient-ils voir de la ville? Le monde semblait l'avoir déserté. Des lièvres couraient sur le velours, des routes suspendues dans l'air se frôlaient leurs fourrures. Les feuillages secs et les buissons assoiffés bruissaient dans un tintement offrait une musique étrange. Plus rien ne pourrait
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Henri Sépie, nous avons donc quitté Arthur Rimbaud assez désespéré en 1873, au moment où il fait imprimer son recueil Une saison en enfer. Alors, dans l'histoire que je viens de raconter, on découvre un Rimbaud pas franchement sympathique, un sale gosse, voire un voyou, voleur, menteur, profiteur, violent. Il dit même de lui qu'il est une petite crasse. C'est une réalité ? C'est tout à fait ça. Je crois que oui, il faut bien se persuader de cette idée. Si on avait dû le rencontrer, on n'aurait pas apprécié. On n'aurait sans doute pas apprécié ses réactions, ses provocations. On comprend aussi cette espèce de fascination, répulsion qu'il suscite autour de lui, et parce que c'est à la fois un grand poète, quelqu'un qui écrit des choses merveilleuses et qui en même temps a un comportement ignoble. C'est un voyou voyant. Alors voilà, effectivement, on peut dire que d'ailleurs le fait d'être voyant, je n'ose pas parler de voyance, puisque le mot n'est jamais utilisé par Rimbaud lui-même. Il parle de poète voyant, mais jamais de voyant. Donc le fait de revendiquer ce statut de poète voyant, dans la célèbre lettre de mai 1871, l'autorise aussi effectivement à toutes les entorses, à toutes les transgressions. Il ne peut pas y avoir de saut qualitatif dans la poésie sans ce type de rupture dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire en vérité dans la vie sociale. Et ce qu'on vérifie et ce que vous venez d'entendre, c'est très exactement cela, c'est-à-dire qu'il est rejeté par les uns, tout le clan de la bourgeoisie, etc., et par les autres, c'est-à-dire ceux qui incarnent à Paris l'avant-garde. Les poètes, les artistes. Ouais. Absolument. Et comment interpréter cette relation ? Alors, cette relation Rimbaud-Verlaine, c'est une rencontre amoureuse, sexuelle, érotique et aussi poétique. Absolument. Il y a les deux en même temps. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. C'est d'abord une rencontre poétique, puisque la première mention que Rimbaud fait du nom de Verlaine, c'est dans une lettre à son professeur Isambard, et il évoque un vers d'un poème des Fêtes galantes de Verlaine dans la grotte. Et ce vers est le suivant, c'est « La tigresse épouvantable d'Hyrcanie ». Et Rimbaud souligne immédiatement l'audace prosodique de Verlaine qui marque une césure à l'intérieur, au sein d'un mot, faisant rejaillir la syllabe « pou ». Ah, oui. Et il entend dans le mot « épouvantable » le mot « pou ». Vous voyez, il est capable de ça. Et c'est-à-dire qu'il est doué, à ce moment-là, tout jeune, d'une écoute incroyable, d'une écoute inédite qui lui permet d'isoler dans un vers quelque chose qui lui semble et qui est, de fait, une véritable promesse d'innovation et de transgression poétique. Et donc c'est comme cela qu'il voit Verlaine d'abord. Ensuite, bien sûr, il y a la relation que vous évoquiez, qui est d'ordre plus intime et bien évidemment érotique. Et qu'est-ce que, artistiquement, l'un va représenter pour l'autre, l'un envers l'autre C'est encore une question qui reste très ouverte, mais nous pouvons dire avec une relative certitude qu'il y a une sorte d'interaction, d'influence réciproque de l'un sur l'autre. D'abord, bien évidemment, la lettre du voyant du 15 mai 1871 est très très fortement inspirée par certains poèmes de Verlaine que Rimbaud a bien lus, qu'il a bien assimilés. Le fameux voleur de feu, etc. Tout cela se trouve déjà, évidemment, dans le prologue des poèmes saturniens. Mais il y a aussi, à partir du moment où Rimbaud arrive à Paris en septembre 71, il y a une influence de Rimbaud sur Verlaine. C'est indéniable. Et on voit que les choses crèvent, pour ainsi dire, la toile pendant l'année 72. C'est à ce moment-là, en effet, que l'un et l'autre essaient une poétique, je n'ose pas dire collaborative, ce n'est pas le mot, mais coopérative, je ne sais pas, ils échangent, ils essaient en parallèle et parfois ensemble. C'est cela aussi, la vie poétique à deux, ils essaient des formes nouvelles qui donneront naissance, pour Verlaine, au poème des romances sans parole, et pour Rimbaud, au poème qu'on appelle traditionnellement vers nouveau ou poème de l'année 1872.
Paul Verlaine a été condamné, il a été emprisonné pendant 1 an, je crois, et il a réussi à sortir 1 an plus tôt pour bonne conduite. En fait, il a été condamné pour quoi? Tentative de meurtre, aussi homosexualité? Je crois que dans un premier temps, c'est la tentative de meurtre qui est retenue comme chef d'accusation principale. Mais il y a en effet dans les rapports de police qu'on a pu consulter, qui figurent au dossier, quelques mentions, quelques détails, notamment anatomiques, qui donnent à penser, puisqu'il y a un examen médical évidemment, qui donne à penser que l'argument de l'homosexualité n'est pas non plus indifférent. Voilà. Qui est l'homosexualité qui est fortement réprimée. Qui est réprimée, qui est réprouvée évidemment et réprimée, bien sûr. Rimbaud et Verlaine vont-ils se revoir après cet épisode? Oui, bien sûr. Verlaine revoit Rimbaud. Il le retrouve à Stuttgart, n'est-ce pas? En Allemagne, oui. En Allemagne, au moment où Rimbaud se trouve là, sur le point de partir d'ailleurs. Et ils ont un petit échange, un petit moment, disons, de retrouvailles. Et c'est à ce moment-là, sans aucun doute, que Rimbaud lui confie le manuscrit des Illuminations. Voilà. Qui sera publié plus tard. Beaucoup plus tard, bien sûr. Grâce à Verlaine. Grâce à Verlaine, qui le confiera ensuite aux éditeurs, oui. Et c'est en 1875 qu'Arthur Rimbaud, assez subitement, renonce à la poésie. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce renoncement, Henri Sépie? Moi, je pense, si vous voulez, cela s'explique par une sorte de parcours. Quelle était l'intention de Rimbaud? C'était, dans un premier temps, au tout début, d'intégrer la communauté des poètes, de devenir poète. Oui, parce que quand il arrive à Paris, il a une certaine ambition de faire partie du monde parisien des poètes. Tout à fait. Et là, finalement, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec, alors qui tient sans doute aussi au fait qu'on l'a dit, on l'a répété ensemble, qu'il n'a pas souhaité se plier au code, aux règles qui régissent la communauté des poètes. Il s'en est exclu lui-même. Bon. Et donc cet échec est aussi pour une part de sa responsabilité. Et puis, il y a, à l'évidence, aussi le fait qu'il fréquente un homme, Verlaine, qui n'est pas en odeur de sainteté, qui, même avant la Commune, est surveillé par la police. Oui, parce qu'on est dans un contexte politique assez particulier. Voilà, juste après la Commune. Tout à fait. Et avant la défaite du Second Empire, si vous voulez, avant la défaite de Sedan, Verlaine n'a jamais caché ses convictions républicaines. Donc, il le mettait effectivement en situation délicate par rapport au pouvoir impérial. Donc, il était tout de même regardé de très près. Et dans la poésie, même de Rimbaud, il y a une dimension politique. Il y a une forte dimension politique, c'est évident. Anticléricale aussi. Absolument. Dès le départ, dès les premiers textes, anticléricale, en effet, anti-bourgeoise, nous l'avons dit. Il y a une poésie très satirique qui s'attaque, qui n'hésite pas à s'attaquer aux emblèmes du pouvoir impérial. Et puis, à partir de la Commune, évidemment, une poésie communarde, pourrait-on dire. C'est-à-dire de sympathie, d'inspiration communarde. Rimbaud n'a jamais participé à la Commune. La Semaine sanglante, il n'était pas à Paris. Mais il a vécu dans un Paris détruit. Il a connu le siège. Il a connu le siège. Voilà. Ouais. Il a connu ces choses-là, si vous voulez. 2 sièges, d'ailleurs. Le siège de Paris en 70 par l'armée prussienne et le siège des Versaillais. Il a, au moment de la Commune. Voilà. Cela résonne dans son esprit. On comprend mieux son aspiration à la liberté, son aspiration à l'affranchissement. Liberté libre. Absolument. Une nouvelle vie commence pour Rimbaud, faite de multiples voyages loin de la France, jusqu'à sa mort à Marseille le 10 novembre 1891, à l'âge de 37 ans. Il est à ce moment-là un poète reconnu par ses pairs? Je ne dirais pas cela. Il est un poète apprécié de quelques-uns, connu, apprécié, goûté par quelques-uns. Il deviendra très vite, après sa mort, le grand poète. Mais il est déjà lu, bien sûr, par ceux qui feront la poésie du lendemain, puisque en 86, quelques années avant sa mort, donc, ont paru les grands textes de Rimbaud dans la revue La Vogue, qui est, comme vous le savez, le laboratoire de la poésie moderne. Merci beaucoup Henri Sépie, merci également à Anne Weinfeld qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin à la technique, Pauline Laverdure. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de Rimbaud, Verlaine, un concert d'enfer que vous avez édité Henri Sépie avec Yann Frémy et Solène Dupas, publié chez Gallimard dans la collection Quarto. Et bien sûr à lire la poésie de Rimbaud, disponible également chez Gallimard.
c'est la fin pour ce soir de cette émission. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant n'emporte l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus. Je les attends sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas d'Autant n'emporte l'histoire, mais un concert, double affiche, en direct du studio 104 de 21h à 23h. Nous nous retrouverons donc dans 2 semaines pour partir dans le Far West en compagnie d'une femme courageuse, dangereuse. Elle avait la gâchette facile, mais aussi très attachante. Calamity Jane, bien sûr. Calamity Jane, icône du Far West et femme libre. Ce sera dimanche 13 octobre à 21h sur Inter.